Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier à Ouagadougou. À Ouagadougou, il a été reçu par son homologue burkinabé Paul Kabatieba. Cette visite d'amitié et de travail du chef du gouvernement de Côte d'Ivoire a lieu en prélude à la conférence au sommet sur le TAC, le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui aura lieu du 13 au 18 juillet prochain. Ici en Côte d'Ivoire, l'AIV-AVC, l'Association ivoirienne des victimes d'accidents vasculaires cérébrales, a organisé une journée gratuite de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète sur le thème « Je connais ma tension et toi ». L'objectif de cette opération est d'aider la population à mieux prévenir ces maladies. C'était donc vendredi dernier dans la commune du Plateau en présence de nos reporters Chris Diomandé et Franck Quadio. Plateau, centre des affaires, c'est le début de la journée. Mamadou est de passage dans cette commune. Entre plusieurs courses, pourquoi ne pas se faire dépister du diabète, de l'obésité et de l'hypertension artérielle? Nous sommes à la place ex-Sorbonne, bien visible de nombreuses personnes venues se faire dépister de plusieurs maladies. L'homme est malade, on est sur pied, on ne sait pas qu'on souffre. Je suis venu pour voir si je souffre d'un quelconque mal. Il faudrait que chacun puisse se faire dépister pour savoir de quoi il souffre réellement. La santé, c'est la vie. Se faire dépister contre les tensions artérielles, le diabète et autres nous permettra de nous comporter de façon ponctuelle et puis être au travail à tout moment sans problème. Cette opération gratuite de dépistage à l'initiative de l'Association ivoirienne des victimes d'accidents vasculaires cérébrales vise à aider la population à mieux prévenir cette maladie. Moi, je ne connaissais pas ma tension et voici mon état. Les gens qui sont autour de nous, ils n'ont qu'à venir pour faire les dépistages de l'hypertension artérielle, obésité et diabète pour éviter d'être comme moi. Mon pire ennemi, je ne peux pas lui souhaiter ce que j'ai vécu et je suis en train de vivre. L'ONG AIV-AVC entend multiplier ses actions dans plusieurs communes du district d'Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. C'est un commentaire dit par Franck Quadio. Ils sont plus de 300 000 Ivoiriens réfugiés à s'être réfugiés dans les pays de la sous-région ouest-africaine durant la crise post-électorale, la crise en Côte d'Ivoire. À ce jour, le Libéria, pays frontalier à l'ouest de la Côte d'Ivoire, compte quelques 16 000 réfugiés ivoiriens sur son sol. Notre reporter Alexis Ouedraogo leur a rendu visite. Elle nous propose son dossier. Réfugiés ivoiriens, quelle vie dans les camps? On l'écoute. Longue et difficile est la route qui mène à Zouédrou, dans l'est du Libéria. Sur ce chemin qui conduit au camp de réfugiés ivoiriens, il faut souvent de la maestria pour éviter d'être embourbé ou de faire un tonneau. No good road. So that is the problem. Cachés au cœur de forêts luxuriantes, des villages se dévoilent au fil du trajet. Première escale, le camp de Pitipi dans le comté du Grand Gédé. La règle dans ce camp, le système D. Il faut apprendre à se débrouiller pour subvenir aux besoins du quotidien. Ça, je m'allais chercher en brousse. Je tisse. Les gens même quittent à Zouédrou pour payer. C'est dans ça, c'est son argent, je mets ensemble et puis bon, ma femme arrive à faire son petit commerce. Vente de galettes au coco, fabrication de pâtes de manioc, de confiseries adulées par les plus petits ou encore commercialisation de boissons fortes. Il est midi, Aline partage le repas avec sa fille. Aline avoue que les conditions de vie dans le camp sont difficiles. C'est l'exemple que vous voyez là. Ça veut dire que nous ne sommes pas à l'aise, on en souffre. C'est un peu ça. C'est l'échantillon qui est là. À Pitipi, quand on est malade comme Anna ce matin, il y a le centre de santé. Mais interdiction de filmer, il faut des autorisations préalables. Retour donc au camp chez Sylvie. Plus d'une fois, Sylvie a échappé à la mort lors des conflits en Côte d'Ivoire. Pour elle qui garde des cicatrices de ses blessures causées par des balles perdues, pas question de retourner, du moins pour le moment.
Je voulais rentrer en brousse en fuyant et les gens étaient devant nous. Les balles qu'ils ont tirées là, c'est ça qui m'a pris. À côté de ces traumatismes psychologiques, il y a aussi une autre motivation, cette carte du HCR. Elle donne droit au package d'accompagnement en cas de retour, 75 000 francs CFA par personne adulte et 50 000 francs pour les enfants. À cela s'ajoute l'aide à la réinstallation de 45 000 francs CFA, toujours par personne. Une situation qui rend le camp très fécond. Pierre est marié, il a 9 enfants. Pierre devrait empocher pas moins de 1 050 000 francs CFA lors de son retour. Aujourd'hui, je n'ai plus peur maintenant de retourner, puisqu'il y a certains qui s'en vont. Je vais analyser d'ici décembre si ça peut se prolonger d'ici décembre. Je vais prendre le pas à ma famille. À quelques 150 km de Pitipi, le camp de Janson. Ici, les réfugiés ivoiriens vivent en parfaite harmonie avec les Libériens qui apprécient ce bon voisinage. Ils ont nos frères, on vit ensemble, on fait tout ensemble. Pour qu'ils rentrent aussi, pour qu'on vienne les rendre visite aussi. Ton mari est libérien. Non, il est ivoirien. Il est venu ensemble quoi. Il n'a pas bien ça, il est venu trouver ici. Certains envisagent, eux, de profiter des derniers convois du HCR pour bénéficier des packages retour. Au début de la crise, plus de 300 000 Ivoiriens avaient fui le pays. Environ 200 000 s'étaient installés au Libéria. Certains ont regagné de manière spontanée leur pays après la guerre. 75 000 Ivoiriens via le Sahara ont bénéficié de l'accompagnement du Haut Commissariat des réfugiés pour le retour. À ce jour, le Libéria compte quelques 16 000 réfugiés ivoiriens. Ils devront profiter des derniers convois retour du HCR annoncés pour juillet 2017. Reportage signé Alexis Ouedraogo depuis le Libéria. Ici, en Côte d'Ivoire, une signature de convention entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la Fondation Afrique Entrepreneuriat et Développement économique a eu lieu hier vendredi dans la commune du Plateau. Plus de 10 000 étudiants ivoiriens vont être initiés aux techniques de l'entrepreneuriat pour s'insérer dans le tissu socio-économique après leur formation. La première session va se dérouler le 25 juillet prochain à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. C'est ce que nous dit Patricia Omoïtia. Le statut d'étudiant entrepreneur créé par le gouvernement ivoirien offre un cadre administratif et un programme pédagogique pour accompagner les étudiants en fin de cycle. Cette volonté politique pour booster l'entrepreneuriat étudiant s'est concrétisée par la signature de conventions de partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement. Désormais, on forme d'abord des entrepreneurs. On ne forme plus des gens qui vont passer leur temps à écrire « j'ai l'honneur ». Notre formation est une formation de changement de mentalité. On veut former les étudiants à changer leur mentalité, à devenir des entrepreneurs, comme nous le disons, de classe mondiale, qui peuvent rivaliser, qui peuvent vendre des rêves à travers le monde et non seulement en Côte d'Ivoire. Cette vision du président repose sur la formation d'un capital humain compétent, compétitif, de qualité, qui puisse répondre aux besoins de l'économie. De les sensibiliser à l'entrepreneuriat, à l'auto-emploi, parce que ça demande un changement de mentalité, ça demande un engagement personnel pour dire que c'est un programme extrêmement important pour notre système d'enseignement supérieur. Les universités publiques de Côte d'Ivoire ont participé à cette convention pour s'engager et soutenir les étudiants dans la création d'entreprises. C'est un enseignement qui va être nécessairement transversal et qui s'adressera à nos étudiants en droit, en médecine, en lettres et sciences humaines, tous ceux qui seront en fin de cycle et qui éprouveront le besoin de développer ce qu'on appelle l'auto-emploi. Avec la réforme licence master doctorat, les universités publiques de notre pays se sont engagées à aller plus loin en s'orientant vers l'auto-emploi. Sensibiliser à l'entrepreneuriat est donc une solution appropriée. Le ministre auprès du président de la République chargé des 8e Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé,
tient à ce que l'hospitalité ivoirienne soit une réalité au village des Jeux. Il a donné des consignes claires aux femmes qui vont accueillir et s'occuper des 4000 athlètes, artistes et accompagnateurs pour ces Jeux. Elles travailleront sous la supervision du chef du village des Jeux, Habib Sanogo, directeur général de l'INJS. Issa Chonayeo, précision. Maman, tata et papa, ce sont les appellations des femmes et des hommes mobilisés pour s'occuper des délégations étrangères au village des Jeux. Ils ont été mis en mission par le ministre auprès du président de la République, chargé des Jeux, pour traduire dans les faits et gestes l'hospitalité ivoirienne auprès des autres. Robert Begremambé, en recevant les femmes au district d'Abidjan, leur demande d'être à la disposition de toutes les délégations qui seront logées au village des Jeux. Le chef du village des Jeux, Habib Sanogo, rassure quant à l'accomplissement de la tâche. Les Jeux sont placés sous le signe du sourire. Donc notre pays doit apporter toute la chaleur communicative, tout le sourire, comme les Ivoiriens savent bien réserver donc un accueil. Et le ministre en charge des Jeux a souhaité apporter une touche particulière à ces Jeux en innovant, en apportant un élément que nous appelons les mamans, les tatas et les papas du village. Les femmes, à leur tour, affichent leur détermination quant à la réussite de leur mission. On va les accueillir de façon chaleureuse, c'est-à-dire que l'accueil à l'ivoirienne. Donc ce qu'on va faire pour que ces athlètes qui vont arriver s'approprient le village et se sentent chez eux. C'est quelque chose de grandiose qui va être fait. Le contenu fondamental, c'est l'accent qui est mis sur le sceau de la convivialité, de la joie à exercer cette dizaine de jours pour mettre à l'aise tous nos visiteurs qui seront parmi nous. Le ministre Robert Mambé promet de tout mettre en œuvre afin que les mamans, les tatas et les papas travaillent dans les meilleures conditions pour assurer un mieux-être aux 80 délégations annoncées pour ce grand rendez-vous du monde francophone. Le tribunal militaire d'Abidjan poursuit sa lutte contre l'indiscipline et l'impunité au sein de l'armée. 3 militaires poursuivis respectivement pour des faits de désertion, de coups et blessures volontaires et de défaut de maîtrise et d'homicide involontaire ont été condamnés par le tribunal militaire à des peines de 18 mois, 10 mois et 12 mois assortis d'amende. Ces procès s'inscrivent dans le cadre des journées portes ouvertes du tribunal militaire d'Abidjan. Notre reporter Abou Sanogo nous en donne les explications. Le tribunal militaire d'Abidjan se rapproche de ses justiciables. Dans son volet Connaître le tribunal militaire, il a été proposé un procès formation sur la procédure du tribunal militaire. Il s'est passé quelque chose un jour que la loi a qualifié d'infraction pénale. La gendarmerie a été informée, elle a enquêté, la personne a été arrêtée, elle a été présentée devant le commissaire du gouvernement qui a saisi le ministre de la Défense, qui est l'autorité investie des pouvoirs judiciaires, qui a lui-même exercé l'action publique, c'est-à-dire saisi le tribunal pour qu'aujourd'hui ces personnes soient jugées. Voici la meilleure façon de montrer et de vous montrer comment nous fonctionnons. Cas pratique, mais réel. La comparution de 3 militaires. Le premier en service à la 2e région militaire de Daloa était face au juge pour répondre des faits de désertion. Il a quitté son unité le 20 août 2016 sans l'autorisation de sa hiérarchie et est demeuré absent jusqu'au 5 septembre 2016. Le deuxième procès a vu la comparution d'un soldat de première classe en service à l'unité de commandement et de soutien de l'armée de terre. Il est poursuivi pour des faits de coups et blessures volontaires sur une jeune dame dans l'enceinte de l'ancien camp militaire d'Akwedo le mercredi 19 octobre 2016. Quant au soldat de première classe en service aux forces spéciales, lui a comparu pour des faits de défaut de maîtrise et d'homicide involontaire. Le samedi 30 juillet 2016, à bord de son véhicule, il a heurté mortellement le capitaine de gendarmerie Dosso Abou à 200 mètres de la RTI. Les différents prévenus ont tous reconnu les faits. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits de désertion qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à 18 mois de détention militaire. Soldat de première classe, Luku Yao Mathieu, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits de coups et blessures volontaires qui vous sont reprochés. Vous condamne en répression à 10 mois d'emprisonnement ferme et à 50 000 francs d'amende. Soldat
Yepidandang Silver, le tribunal vous déclare coupable des faits d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise mis à votre charge. En répression, vous condamne à 12 mois d'emprisonnement ferme et à 100 000 francs d'amende. Ces procès s'inscrivent dans le cadre des premières éditions des journées portes ouvertes du tribunal militaire d'Abidjan qui a aujourd'hui 43 ans. La finale de la première édition du tournoi de football de la CEDEAO se joue ce samedi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et va opposer le Libéria au Nigeria. À la veille de ce rendez-vous sportif sous-régional, les ambassadeurs des deux pays appellent à la mobilisation de leurs compatriotes. En bref, l'actualité internationale. La liste définitive des candidats à la présidentielle du 4 août au Rwanda est désormais connue. 2 candidats d'opposition, dont un candidat indépendant, pourront participer à l'élection face au président sortant Paul Kagame, qui brigue un 3e septennat. La semaine dernière, elle avait rejeté la totalité, la commission électorale rwandaise donc avait rejeté la totalité des candidatures des 4 candidats indépendants, estimant que leur dossier n'était pas complet. En Afrique du Sud, les bureaux des Hawks, la police d'élite, ont été cambriolés cette semaine et plusieurs ordinateurs ont été volés. L'affaire fait scandale car il n'y a eu aucune effraction et surtout, seuls certains ordinateurs contenant des informations sensibles ont été pris. Les Hawks sont notamment chargés des affaires de corruption et de grand banditisme. En Turquie, une nouvelle opération antiterroriste, la 2e en 3 jours, a été menée hier vendredi à Istanbul par les forces spéciale de la police. Elle a conduit à l'arrestation d'une trentaine de présumés djihadistes qui, selon la direction de la police, faisaient partie d'une cellule terroriste qui allait commettre des attentats spectaculaires et qui organisait le passage de djihadistes étrangers vers la Syrie. Et puis pour terminer, un cessez-le-feu entrera en vigueur demain dimanche à 9h temps universel, à midi heure locale dans le sud de la Syrie. Russes et Américains l'ont annoncé hier vendredi à Hambourg en marge du sommet du G20 après un tête-à-tête de plus de 2 heures entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Ils se sont également accordés sur la création dans la région d'une zone de désescalade. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne journée sur RTI.